Alain m'a demandé de parler de l'Orient arabe au XXe siècle. Donc, en bon historien, je recommencerai plus tôt. Non, quand même pas la préhistoire, bien que vous savez que c'est la région du monde où l'histoire est censée avoir commencé. Je parlerai d'abord de l'héritage ottoman, parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel, puisque cette région du monde a fait partie, à partir du XVIe siècle, d'un grand empire qui était l'Empire ottoman. Et disons que pour la recherche contemporaine, on a cessé de faire une séparation au XVIe siècle, c'est-à-dire pendant longtemps, on enseignait encore ça dans les classes. L'islam avait sa grande gloire jusqu'au XVe siècle, puis commençait le déclin avec les Ottomans, justement. Alors qu'aujourd'hui, les historiens considèrent que l'Empire ottoman est la continuation et le parachèvement de l'islam classique, et que donc la césure historique est plutôt 1800 que 1500, 1800 étant, grosso modo, l'arrivée de la colonisation européenne dans cette région du monde. Alors cet empire a administré la région pendant 3 siècles, enfin même 4 en réalité, mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le système ottoman était un système très décentralisé, au point qu'au XVIIIe siècle, certains historiens comme moi ont parlé d'un Commonwealth ottoman plutôt que d'un empire. Et que face à la menace européenne, marquée par exemple l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798, les Ottomans ont travaillé à recentraliser l'empire pour le sauver. Donc il y a une recentralisation de l'Empire ottoman qui a mis à bas les pouvoirs locaux pour remettre l'ordre et reconstituer une puissance face à la menace européenne. Cette recentralisation ottomane, elle est particulièrement sensible, forte à partir des années 1860, et en quelque sorte, un certain nombre de structures politiques, administratives de la région datent de cette période, de la seconde moitié du XIXe siècle. En même temps, les transformations démographiques et humaines de la région dans la seconde moitié du XIXe siècle ont été absolument considérables. Pour simplifier les choses, vous avez eu d'une part une révolution des transports, car pour être explicite, si vous voulez, quand les Arabes sont arrivés au 7e siècle, ils ont amené avec eux les chameaux. C'est-à-dire, le chameau, c'est un magnifique, un dromadaire exactement, c'est un magnifique 4x4 qui va absolument partout, donc vous n'avez pas besoin de route. Et la pénétration économique européenne à partir du début du 19e siècle passe par le rétablissement de la route, et donc du chariot, la route, c'est la route, évidemment. La roue et la route, c'est la même chose. Des chariots, des voies, etc. Et ensuite, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer. Donc, vous avez une restructuration des espaces par la mise en place de nouveaux moyens de communication. Et vous avez, à partir justement de la recentralisation ottomane, un mouvement de croissance démographique continue. Avant, vous avez des oscillations démographiques sur les siècles précédents, mais à partir des années 1850-1860, cette région du monde entame une phase de croissance démographique continue. Alors, l'impact est relativement limité au départ, parce que au début du XIXe siècle, tout l'Empire ottoman et cette région en particulier est une région très manifestement sous-peuplée. Et donc vous avez une remise en culture des espaces abandonnés sur les périodes précédentes. Dans les questions, éventuellement, je répondrai plus précisément à la question de savoir pourquoi c'était un espace sous-peuplé avant 1800-1850. Mais l'idée essentielle qu'il faut retenir, c'est que la croissance démographique va s'exercer sur 2 zones en particulier. D'une part, les régions littorales. Les régions littorales qui sont les régions de pénétration
économique européenne, avec les villes-ports. Et vous avez tout un réseau de villes-ports, d'Alexandrie, Rosette, les ports du canal de Suez, El Arish, Jaffa, Haïfa, Saïda, Beyrouth, et on continue jusqu'à Iskenderun, Alexandrette, etc. Les villes-ports, donc les littoraux vont grossir très vite avec des villes méditerranéennes typiques, qui se mettent en place avec des corniches, etc. Exemple parfait, Beyrouth, mais aussi Alexandrie, dans cette croissance des littoraux. L'autre phénomène historique, c'est la reconquête du désert, ou plus exactement de la Badia. La Badia, c'est cet espace semi-stépique dans lequel vous avez le nomadisme bédouin. Or, à partir de 1850, la Badia est repoussée profondément vers l'intérieur et vous avez la mise en place de nouvelles structures agricoles, de nouveaux peuplements. Ce qui fait, par exemple, qu'un espace qui était complètement dans la Badia, qu'on appelait la Transjordanie, vers 1850, devient un espace rural et urbain à partir de 1900. De même, la vallée de l'Euphrate, le désert syrien, enfin la Badia syrienne, etc. Vous avez un intense peuplement des régions de la Badia. Donc vous voyez, si vous avez une image, vous avez un tronc central et dans lequel deux grands axes de croissance, d'une part les régions littorales et d'autre part les régions semi-stépiques de la Badia. Le tout dans une économie coloniale d'échange des produits de matières premières contre les produits manufacturés européens, et vous avez une spécialisation économique de la région. Comme la région est sous-peuplée, elle a des réserves de blé considérables, donc on exporte du blé. Une région, par exemple, tout à fait exemplaire, c'est le cas du Oran syrien, qui commence à être pris sur la Badia à la fin du XVIIIe siècle, et qui est peuplée de Druzes, qui arrivent et qui s'installent là, et qui devient une région exportatrice de blé vers l'Europe. Vous avez la soie du Liban, le coton de l'Égypte, les agrumes de Palestine. Enfin, donc, vous voyez, vous avez un système d'échange colonial qui se met en place dans la seconde moitié, enfin à travers tout le XIXe siècle, en pratique. Enfin, c'est une région qui est dominée par ce qu'on appelle la question d'Orient. La question d'Orient, le terme lui-même apparaît en 1832, ça je suis très fier de l'avoir trouvé, la datation. La question d'Orient, c'est la question de savoir comment les puissances européennes vont gérer l'héritage ottoman. Pour deux raisons spécifiques, les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord pour s'emparer du tronc central de l'Empire ottoman et de se le partager. Ils ne peuvent pas parce que, à travers cette partie de l'Empire ottoman, il y a une route fictive, virtuelle, qui est la route terrestre des Indes. Et l'Angleterre, elle a une doctrine très simple, touche pas à ma route des Indes. Donc elle essaye de chasser tous les autres qui voudraient arriver sur la route des Indes, c'est-à-dire essentiellement la Russie et la France. L'expédition d'Égypte de 1798 était une guerre pour la route des Indes, entre autres. L'Empire ottoman va être divisé en trois. Vous avez les régions chrétiennes de l'Empire ottoman, les Balkans, auxquelles les Européens acceptent d'accorder le principe de nationalité, c'est-à-dire de créer de nouveaux États chrétiens sur les ruines de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appelle la balkanisation. Vous avez les régions de l'Empire ottoman où il n'y a pas de chrétiens, où il n'y a que des musulmans et des juifs. Cette région de l'Empire ottoman, elle est destinée à être colonisée par l'Europe. C'est l'Afrique du Nord, de la Libye au Maroc. Et puis le corps central, si vous voulez, c'est-à-dire l'Anatolie et les provinces asiatiques de l'Empire, plus l'Égypte, c'est une région qui est destinée
à être administré, co-géré par l'Europe et l'Empire ottoman à travers un système de domination qui est le système dit des capitulations, c'est-à-dire des traités de commerce faits entre l'Europe et les États-Unis s'y rajoutent, et l'Empire ottoman, plus ces systèmes de protection consulaire, de protectorat religieux, ces instruments de la domination européenne. Le résultat, c'est que dans cet espace, les rivalités européennes vont s'inscrire profondément à l'intérieur du tissu politique et social de la région. Un exemple caricatural est fourni par le Mont Liban, où la France soutient les maronites catholiques et l'Angleterre soutient les druzes. Alors, de ce fait, une bagarre dans un petit village perdu de la montagne libanaise entre druzes et maronites provoque la saisine immédiate des consuls européens à Beyrouth. Si les consuls n'arrivent pas à le régler, on monte à Constantinople. Et si les ambassades n'arrivent pas à le régler à Constantinople, on monte à Paris ou à Londres. Tout ça pour une querelle de villageois. Et les archives européennes sont remplies de dossiers de ce genre. À partir de 1880, on a un système de cogestion entre les consuls européens et les gouverneurs ottomans. Il faut dire qu'ils ont à peu près la même culture. Ces gouverneurs ottomans de la fin du 19e siècle sont francophones, ont fait des études supérieures, ils sont souvent positivistes, ils trouvent que les Européens sont trop cléricaux. On a un texte, un livre remarquable, je ne sais pas si vous avez lu, de Carly, The Long Peace, qui est la correspondance des gouverneurs ottomans du Mont-Liban à la fin du 19e siècle. Ils sont plus progressistes que les Européens, où ils sont vraiment positivistes, ils passent son temps à se plaindre du cléricalisme, etc. Donc ces gouverneurs ottomans gèrent les conflits confessionnels, les conflits économiques avec les consuls. Enfin, la modernisation de l'Empire et de l'espace se traduit par le basculement au XIXe siècle de cette région du monde dans la culture de l'imprimé. Le monde musulman entre dans la culture de l'imprimé entre 1790 et 1820, selon les régions. Et la culture de l'imprimé implique une simplification de la langue pour créer une nouvelle langue littéraire vernaculaire, lisible par le plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle le réveil culturel arabe, la nada, qui est avant tout la création de ces intellectuels, puisque le mot intellectuel peut être utilisé à partir de ce moment-là, au sens de gens qui publient des imprimés, des journaux ou des livres à destination d'un public. Et dès les années 1860-1880, à travers la renaissance culturelle arabe, à travers les mouvements de réforme de l'islam, vous avez l'apparition des intellectuels. Il y a aussi un immense travail de traduction de la pensée européenne, des livres européens, dans cette région du monde. Et vous avez sur les littoraux de l'Empire ottoman le développement à partir de 1880 d'une civilisation très originale qui est celle de l'échange. C'est la civilisation levantine, largement francophone, qui s'étend à toute la Méditerranée orientale. Les Français sont tellement fiers qu'ils appellent ça la France du Levant. D'où le paradoxe de voir par exemple des écrivains aussi xénophobes que Maurice Barrès, quand ils se rendent au pays du Levant à la veille de la guerre de 14, s'extasier devant ces petits Arabes qui récitent La Fontaine et qui vont à l'église. Et alors que lui, vous savez, il est plutôt partisan de la terre et des morts, etc. Donc la France a quasiment adopté cette civilisation levantine. À côté de cela, vous avez un peu une bipartition économique liée au système de l'économie coloniale, pour simplifier les choses. Vous avez d'une part le développement d'une grande notabilité musulmane sunnite, de grands propriétaires fonciers qui produisent
les matières premières à destination du marché européen. Et vous avez une classe moyenne et élevée de commerçants qui sont plutôt chrétiens, qui font l'échange avec l'Europe. Tout ça, évidemment, ce sont des simplifications impulsives, parce que les situations sont beaucoup plus variées que cela. Enfin, dernier point pour l'héritage ottoman, le cas spécifique de l'Égypte, qui s'émancipe de fait dès le début du XIXe siècle de la domination ottomane, qui se modernise plus vite que le reste de la région, sous le règne des vice-rois qui sont appelés à partir des années 1860 des Khedives, mais l'Égypte est occupée en 1882 par les Britanniques. C'est une occupation non légale, puisqu'aucun titre ne justifie cette occupation britannique, et le véritable maître de l'Égypte, c'est plus le Khedive, mais le consul britannique. Ok, mais il n'a que le titre de consul, puisqu'il n'y a pas de titre de protectorat sur l'Égypte. Alors, le grand ébranlement de la région, c'est la révolution jeune turque de 1908. Cette révolution de jeunes Turcs de 1908 réintroduit la vie politique dans la région, puisque c'est une révolution constitutionnelle qui autorise des élections. Les députés de la région sont envoyés au Parlement central à Constantinople. Mais en même temps, cela crée des tensions nouvelles entre le parti Union et Progrès, qui est le parti dominant à partir de la Révolution, et les régions périphériques de l'Empire, comme le sont justement les provinces arabes. Alors la révolution jeune turque va avoir un double effet. D'un côté, les grands notables de la région. Ces grands notables, grands propriétaires fonciers, qui sont musulmans sunnites, deviennent des pivots importants du système, puisque, par exemple, ce sont eux qui sont élus au Parlement ottoman. Mais en revanche, la jeune génération des notables, en particulier les branches cadettes, qui sont pas très riches, vont se trouver frustrés par la révolution jeune turque, dans la mesure où il y a dans le pouvoir central un rejet du rôle des Arabes dans la gestion de l'Empire, et donc des choses qui étaient acceptées avant la Révolution ne le sont plus après. Par exemple, avant la Révolution, ça ne posait aucun problème que les cours de justice utilisent le turc ottoman comme langue de travail. Après la Révolution, les Arabes exigent que les tribunaux siègent en arabe et non plus en turc. Et de ce fait, vous avez le développement d'un mouvement autonomiste arabe dans cette région qui prône une décentralisation ottomane, c'est-à-dire donc une autonomie régionale, qui donnerait le pouvoir à cette jeune génération d'intellectuels, de branches cadettes, de notables, parce que ce sont souvent les mêmes, ou de gens issus des premières classes moyennes musulmanes ou chrétiennes. Et donc ce milieu autonomiste conteste une domination ottomane qui entre en crise, parce que l'Empire lui-même est entré en crise, avec en particulier l'attaque que l'Italie lance contre l'Empire ottoman en 1911 pour s'emparer de la Libye, et puis en 1912 et 1913, la première et la seconde guerre balkanique. Dans ce contexte, les puissances européennes vont apporter leur soutien, ou en tout cas manifester leur intérêt au mouvement autonomiste arabe, en tout cas comme instrument d'influence. Ceci dans le cadre d'un système politique européen qui lui-même est en marche vers une guerre mondiale, c'est-à-dire le jeu des alliances. Or, dans le jeu des alliances, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, l'Angleterre cède à la France la priorité d'influence sur l'Orient arabe, à l'exception évidemment d'Égypte occupée
par les Britanniques, et à l'exception de l'Irak, qui doit rester dans la zone d'influence britannique. Et les autres puissances européennes acceptent le marché qui donne à la France une domination d'influence dans l'espace syrien.